bien que le questionnement prime sur le sondage. Nous ne sommes pas là pour dire si vous êtes pour ou contre les mères porteuses, ou si on est pour ou contre la procréation médicale assistée, ou si on est pour ou contre la possibilité de don d'organes entre vivants. On est là pour faire émerger des questionnements. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura fait un double progrès. C'est-à-dire que le débat populaire sera riche et il enrichira le législateur, mais il enrichira celui qui s'est engagé dans la voie de la réflexion sur ces thématiques, qui sont, vous le savez, bien plus porteuses de réflexion sur un humanisme rénové que les questions ponctuelles que quelquefois le législateur s'obstine à vouloir résoudre en urgence. Monsieur le professeur Morange, cher Michel, vous êtes professeur de biologie à l'École normale supérieure et à l'université Paris 6. Sur le site en ligne, j'ai lu Paris 4. Mais sur le dépliant, c'est bien Paris 6. Vous êtes également directeur du Centre Cavaillès d'Histoire et de Philosophie des Sciences de l'École normale supérieure. Vous avez tout d'abord été formé en biologie. Vous entrez à l'Institut Pasteur en 1971. Vous soutenez une thèse d'enzymologie en 1978. Parallèlement, vous acquérez une formation de philosophie à l'Université Paris 10 sous la direction du professeur Jacques Merleau-Ponty. Vous soutenez cette thèse de troisième cycle qui porte sur l'histoire et l'épistémologie de la biologie moléculaire. Et depuis, vous êtes resté fidèle à cette double orientation. Vous avez maintenu une double activité à la fois scientifique, en biologie moléculaire et cellulaire, en biologie du développement, et en particulier, je crois, sur les protéines de choc thermique et d'autres choses, les fameuses HSP, Heat Shock Protein, et puis activité d'historien et philosophe des sciences. Alors, dans cet exposé, je vais séparer deux branches de la biologie, comme l'avait fait le grand évolutionniste Ernst Mayr en 1960. Je vais distinguer d'un côté la biologie qu'on appelle fonctionnaliste, celle qui s'intéresse aux mécanismes du vivant, comment fonctionne le vivant, comment il marche. Je consacrerai la majeure partie de cet exposé à cette branche de la biologie. Et puis, plus brièvement, j'évoquerai la biologie de l'évolution. À chaque fois, d'une part, j'essaierai de faire aussi rapidement et aussi simplement que possible une sorte de bref résumé de ce qui me semble essentiel dans les progrès accomplis durant ces dernières années, ces dernières décennies. Puis j'essaierai de voir quels sont les enjeux philosophiques posés par cette transformation des connaissances. Et enfin, quelques questions éthiques qui surgissent immédiatement au contact de ces avancées scientifiques et de cette remise en cause ou de ces modifications de la philosophie associée au vivant, avant de tirer quelques conclusions. Commençons donc par la... Alors évidemment, je ne ferai pas un tableau qui sera absolument général de toutes les sciences de la vie. D'autre part, je vais évoquer des questions qui sont un peu distantes des interrogations qui vont être au cœur de ces journées, mais je pense néanmoins que cet arrière-plan de connaissances biologiques, de connaissances fondamentales est nécessaire pour mieux situer justement ces enjeux éthiques, mieux en apprécier l'importance et peut-être les développements futurs. Je vais donc commencer par la biologie fonctionnaliste, celle qui s'intéresse au fonctionnement des organismes, aux mécanismes opérant à l'intérieur des organismes. Cette biologie a été considérablement renouvelée, transformée pendant le XXe siècle. C'est l'essor de ce qu'on a appelé la biologie moléculaire. C'est une révolution des connaissances extraordinairement importante, d'une part parce qu'elle a dévoilé des principes fondamentaux d'organisation du vivant, le rôle des gènes, de l'information génétique, la manière dont cette information est ensuite traduite, donne naissance à un certain nombre de protéines qui vont avoir des fonctions, mais également parce que la biologie moléculaire a montré que l'étude des structures des molécules, des macromolécules, était en elle-même
source d'explication des phénomènes vivants. Et troisième point non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de la recherche pharmaceutique qui vise à mettre au point de nouveaux agents thérapeutiques est en réalité basée sur cette connaissance moléculaire, fortement guidée par cette connaissance moléculaire. Même si la mise au point de nouveaux médicaments est encore parfois le résultat de hasards heureux, d'expériences un peu au hasard, il est néanmoins clair que la tendance aujourd'hui est à dessiner les médicaments à partir de la connaissance acquise par cette description des molécules. C'est une avancée considérable. Est-ce qu'elle est remise en cause? Je pose la question parce que depuis quelques années, on entend beaucoup dire, même dans le milieu de la biologie, qu'il y aurait une remise en cause importante de la biologie moléculaire, de son réductionnisme, je reviendrai tout à l'heure sur ce terme et sa signification, et que la biologie serait entrée dans une nouvelle phase de son développement beaucoup plus globale, une vision donc non focalisée sur les molécules. Je crois que cette vision d'une sorte de renversement qui va, chez certains auteurs, on va jusqu'à lire que les biologistes se seraient fourvoyés pendant les 50 dernières années en se focalisant sur les molécules et auraient abandonné les questions importantes de la vie. Je pense que cette vision est fausse. Bien sûr, il y a des transformations, il y a effectivement une tentative d'intégration des connaissances élémentaires acquises, mais il ne s'agit pas d'un renversement. La connaissance des structures moléculaires a toujours un rôle aussi important dans la recherche, aussi bien que d'ailleurs dans la pratique. Et comme je vous le disais, elle est et elle restera clairement au cœur des nouvelles approches thérapeutiques dans les décennies qui viennent. Ce rapide point sur ces connaissances étant fait, je voudrais maintenant passer à 3 enjeux philosophiques qu'a posé l'approche de la biologie moléculaire. Le premier enjeu, c'est la question du réductionnisme. Réductionnisme, vous savez, veut dire qu'on tente d'expliquer les phénomènes complexes à partir des éléments qui les composent. Vieille tradition, on pourrait dire, qui remonte au moins jusqu'à Descartes, et sinon avant. Mais le réductionnisme est souvent critiqué parce que, justement, il oublierait la globalité des phénomènes. Alors, la biologie moléculaire est-elle réductionniste? Certainement, mais peut-être pas aussi réductionniste qu'on ne le pense. Ne serait-ce que parce qu'elle met le niveau principal d'explication au niveau des macromolécules. Les biologistes moléculaires ne descendent pas des niveaux d'organisation plus bas. Un vrai réductionniste devrait tout chercher au niveau des particules élémentaires de la physique. Ce n'est pas le cas. On considère que ce n'est pas inintéressant, mais que ça n'apporterait rien aux explications des phénomènes biologiques. Deuxièmement, quand on regarde les travaux aujourd'hui, la description moléculaire n'a pas aboli, par exemple, l'importance des structures comme la structure cellulaire. La cellule est encore au cœur de la biologie et je vous montrais qu'elle est encore au cœur aussi de la pratique des biologistes. Donc il ne s'agit pas d'un réductionnisme intégral. Et d'autre part, vous le savez aussi, un certain nombre de disciplines non liées à la biologie moléculaire, qui ont une vision beaucoup plus globale du vivant, ont connu un développement très important dans la même deuxième moitié du XXe siècle, comme les sciences cognitives ou l'écologie, par exemple. Alors, il y a bien eu un réductionnisme extrême. On peut citer des cas de travaux qui niaient, au fond, l'importance de cette intégration au sein du monde vivant, de cette existence de niveaux complexes. Mais ce sont des phénomènes, à mon avis, périphériques. Lié au réductionnisme se pose une deuxième question philosophique qui est le problème du déterminisme. Le réductionnisme et le déterminisme sont souvent liés. Ils ont été liés historiquement. L'approche réductionniste de la science a été liée avec le développement d'une vision déterministe des phénomènes du monde. Ils sont aussi liés de manière pratique car une approche réductionniste est considérée comme l'approche qui permet l'action la plus efficace sur le monde. Est-ce que la vision qui vient de cette biologie fonctionnaliste, de la biologie moléculaire, est une vision déterministe? La réponse, là encore, n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. En grande partie, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau et que le déterminisme de Claude Bernard n'est pas très différent et de la physiologie du XIXe siècle n'est pas très différent du déterminisme des biologistes moléculaires. Néanmoins,
il y a eu au XXe siècle une focalisation